Bonsoir ou bonjour. Alors un petit message en préambule de votre nouvelle pour vous avertir que la vidéo que vous apprêtez à visionner est tirée des tout débuts d'Horrifique Histoire sur Twitch et n'est donc pas représentative de la qualité de production et de narration que nous tentons de vous offrir actuellement. Alors bien évidemment, profitez bien de cette vidéo, mais n'hésitez pas à passer le dimanche soir sur Twitch ou à checker nos dernières VOD sur la chaîne pour voir finalement Horrifique Histoire à son plein potentiel. Mais d'ici là, bonne vidéo, braves gens, et bonne écoute. Braves gens, bienvenue à cette nouvelle soirée Horrifiques Histoires. Ce soir, la vérité sur Alexis Chandor, une nouvelle d'Alain Delbe. Jamais je n'aurais imaginé avoir un jour à présenter un texte sur Alexis Chandor, un de mes auteurs préférés. Un texte qui non seulement va bouleverser par ses révélations tout ce que l'on sait de ce célèbre écrivain, mais qui va aussi éclairer d'une façon inattendue l'œuvre d'un autre grand écrivain, Howard Phillips Lovecraft, et peut-être même des pans entiers de la littérature fantastique. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Il y a 6 mois, j'ai hérité de la maison de mon grand-père. Ce grand-père, Floréal de son prénom, homme d'une grande culture, ayant réussi dans les affaires, avait pu, vers la cinquantaine, se contenter de vivre de ses rentes. Je parle de la maison de mon grand-père parce que c'est lui qui l'a achetée il y a plus de 70 ans. Il y mourut de ses vieux jours en 1964. J'éprouve aujourd'hui un vif plaisir à me savoir le propriétaire de cette maison qui est le décor de nombre de mes souvenirs d'enfance, de vacances en particulier, où l'on m'envoyait invariablement passer quelques jours en compagnie de mon aïeul. Toujours est-il qu'en l'explorant, il y a 2 mois, le fouillis qu'abritait le grenier de cette maison, j'ai découvert plusieurs malles où s'entassaient de très vieux livres pas trop mal conservés. Les survivants de la bibliothèque de mon grand-père. Vous imaginez avec quelle excitation je me ruais sur ces trésors. D'autant que je découvris que mon grand-père avait en littérature des goûts identiques aux miens. Lui aussi se délectait de récits fantastiques. Personne ne m'avait mentionné ce détail et, à l'époque lointaine où je le voyais, j'étais trop jeune pour qu'il abordât ce sujet avec moi. Tout ému, je sortis un à un les précieux volumes. Quelle ne fut pas ma joie de voir que mon grand-père possédait dans l'édition originale tous les livres d'Alexis Chandor. 2 d'entre eux étaient même dédicacés. Alexis Chandor, le génie de la littérature d'épouvante. L'auteur de tant de chefs-d'œuvre, aujourd'hui devenus des classiques. Il me restait encore à faire la plus surprenante des trouvailles. Un dossier constitué d'une copie manuscrite de la célèbre nouvelle « Attention, tombe glissante », de messages mystérieux sur des billets, d'articles de presse des années 20 et du propre journal de mon grand-père,
dont un grand nombre de pages étaient consacrées à Chandor. Au comble de l'excitation, je le feuilletais et suffoquais de joie en apprenant que mon grand-père Floréal avait personnellement connu le très énigmatique Alexis Chandor. Et ceci pour avoir été, pendant plusieurs années, son voisin de palier. On sait qu'Alexis Chandor fut l'auteur fantastique le plus apprécié des années 20. De lui, nous connaissons des dizaines de contes et un roman, Célestin, le canard démoniaque. Le succès de cette œuvre fut certainement favorisé par le mystère dont s'entoura son auteur. Les rares biographies d'Alexis Chandor, il s'agit bien sûr d'un pseudonyme, n'ont d'ailleurs fait, par le peu de renseignements dont elles disposaient, qu'épaissir le mystère et multiplier les questions. Tout ce que l'on connaît d'Octave Bantillet, l'écrivain caché sous le nom d'Alexis Chandor, est en effet bien mince. Le seul détail contrastant avec la banalité du personnage était, du moins pour sa période créatrice, la farouche solitude dans laquelle il se complaisait. Personne ne put jamais se flatter d'avoir franchi la porte de son appartement. Pas même une femme, car toute sa vie, il demeura un célibataire endurci. Lorsqu'on l'interrogeait sur ce sujet, il répondait que son appartement était l'endroit où l'inspiration lui venait le plus facilement et, superstitieux comme la plupart des écrivains, il craignait que la présence d'une personne étrangère en ce lieu vînt briser le charme. Quand on lui demandait d'où lui venait cette inspiration et les images terrifiantes dans son œuvre étaient remplies, invariablement, il répondait qu'il trouvait celle-ci dans ses rêves et qu'il n'avait rien d'autre à en dire. Aucune enquête, même la plus acharnée, ne put le faire sortir de sa réserve, sa gentillesse ayant toujours été le meilleur rempart de sa vie privée. Sa mort brutale, en 1924, à l'apogée de son talent, on sait qu'il périt dans l'incendie de son appartement, attrista ce que la France comptait d'amoureux de littérature fantastique. Le mystère de cette mort, ajouté à celui qui avait entouré sa vie, excita encore la curiosité du public et n'est pas étranger au succès de son œuvre. Dans ces conditions, on comprendra l'importance que revêt le témoignage de mon grand-père qui eut, je le répète, en sa qualité de voisin, l'occasion de rencontrer presque quotidiennement le très secret Bantillet Chandor. Je dois cependant avertir le lecteur, afin de prévenir une éventuelle déception, que le mystère entourant ce personnage et son œuvre sera loin d'être ici totalement éclairci. J'ai peut-être été prétentieux d'intituler cette communication « La vérité sur Alexis Chandor », mais j'espère que, vu l'intérêt des pages qui vont suivre, on me pardonnera cette hardiesse. Si beaucoup de questions ne seront ici que déplacées, on verra également se profiler une dimension insoupçonnée à cette affaire, plus terrifiante que tout ce que nous avons pu imaginer. Le journal de mon grand-père, que je présenterai accompagné des articles de presse appartenant au dossier constitué par ses soins, rapporte des événements survenus de septembre à décembre 1922. À cette époque, Alexis Chandor, Octave Bantillet, était depuis 4 ans à la retraite et avait commencé sa carrière d'écrivain. Mon grand-père était alors âgé de 32 ans. Afin de faciliter la lecture des textes ici rassemblés,
j'ai dû par endroits pratiquer des coupures. De même, je me suis parfois permis de retoucher certaines phrases de mon grand-père qui, bien sûr, écrivait pour lui seul, sans intention d'être publié. Il reste que ceux qui souhaiteront consulter ces documents dans leur intégralité pourront le faire à la bibliothèque municipale de Lille, à laquelle je les ai confiés. Cette introduction terminée, je m'éclipse et laisse se lever devant vous une partie du voile qui recouvre l'étrange personnalité d'Alexis Chandor. Le Courrier du Nord, édition de Lille du 7 septembre 1922, article de Clément Desjardins, responsable de la chronique littéraire, intitulé « Un Edgar Poe lillois ». Oui, notre ville peut être fière de compter parmi ses enfants un de ces explorateurs de l'imaginaire qui, tel le grand écrivain américain, savent plonger le lecteur dans la terreur la plus noire. Nous avions déjà, dans cette rubrique, témoigné du plaisir et de l'effroi que la lecture des recueils de nouvelles d'Alexis Chandor nous procure. Combeferre, l'édition du 12 janvier 1919 pour Le Bossu de Madame de Paris et celle du 4 mars 1921 pour Maman, on peut jouer avec le mort. C'est avec joie que nous avons vu notre avis partagé par un public enthousiaste qui a accueilli ces ouvrages comme il le mérite. Signalons que le premier recueil en est aujourd'hui à sa 4e réédition et le second à sa 2e réédition. Dans ma chronique de mars 1921, j'avais exprimé le regret que l'on ignorât tout d'Alexis Chandor. Non seulement il était inconnu des salons et des milieux littéraires, mais son éditeur refusait de communiquer tout renseignement, se conformant en cela, précisait-il, à la volonté de Chandor lui-même. Cet auteur à la biographie inexistante était un cauchemar pour les chroniqueurs littéraires soucieux de satisfaire la curiosité légitime des lecteurs. Cette situation arrive aujourd'hui à son terme. Par une source que nous ne pouvons dévoiler, nous sommes en mesure de révéler qu'Alexis Chandor s'appelle en réalité Octave Bantillet et qu'il demeure depuis de longues années dans notre chère capitale des Flandres. Né en 1865 dans le Nord, ancien instituteur dans une école lilloise, Monsieur Octave Bantillet consacre aujourd'hui sa retraite à écrire des histoires fantastiques dont nous ne soulignerons jamais assez la qualité. La rumeur parle d'un 3e recueil de contes qui sortirait à la fin de l'année. Notre confiance est totale dans le talent de Monsieur Chandor Bantillet, et nous sommes heureux de lui exprimer ici notre orgueil de le savoir enfant de notre région. Journal de Frollo... Journal de Floréal d'Elbe. Le 7 septembre 1922, 14 heures. Extraordinaire. Je viens d'apprendre par le journal qu'Octave Bantillet, mon voisin de palier,
n'est autre qu'Alexis Chandor, l'auteur de « Maman, on peut jouer avec le mort ». Ça alors, je n'en reviens pas. Comment me serais-je douté que ce bonhomme rondouillard, aux favoris grisonnants de part et d'autre d'un crâne dégarni, aux petites lunettes d'acier que je croise tous les jours, était justement mon auteur préféré? Ah, que je regrette de n'avoir pas lié connaissance plus intime avec lui depuis toutes ces années où nous sommes voisins. J'ai essayé un temps, mais j'ai cru comprendre qu'il ne souhaitait pas de telles relations et j'ai limité nos rapports à une sociabilité polie et superficielle. J'aurais dû insister. Peut-être ai-je pris pour de la froideur ce qui n'est que timidité. Peut-être m'aurait-il confié sa double identité. J'aurais été une des rares personnes dans le secret. Je me souviens de la seule fois où il a accepté de prendre un verre chez moi. Comme il examinait ma bibliothèque, je lui parlais de mes goûts pour l'étrange et le fantastique. Je crois même que je lui flattais ses propres livres, ignorant que leur auteur était devant moi. Il ne fit alors aucune remarque et j'ai cru que ce sujet ne l'intéressait pas. Comme toujours en cas pareil, je n'ai rien ajouté car lorsque ce goût pour l'étrange n'est pas partagé, il est vite considéré comme une manie idiote. Ah, si j'avais su que, peut-être, juste après, il allait se lancer dans l'écriture d'un de ses contes. Il ne m'a jamais rendu la politesse de m'inviter, prétextant que son appartement était moins bien tenu que le mien et qu'il aurait honte à m'imposer son désordre. Le cachotier. Je suis sûr qu'il ne voulait pas que je découvre son bureau avec ses manuscrits, sa bibliothèque encore plus fournie que la mienne. Ah oui, je vais lui dire qu'il est un cachotier, et aussi le féliciter, et lui demander de me dédicacer ses ouvrages. « 17h. Je viens de rencontrer Bantillet, le maintenant célèbre Monsieur Bantillet, à la porte de l'immeuble. Je lui ai tout de suite dit que j'avais lu le journal et que j'étais flatté d'avoir un tel voisin. Il a paru embarrassé, mais je crois que celui-là lui a quand même fait plaisir. Il a rougi et a bredouillé. Ces journalistes, ils ne savent pas se taire. Puis, il s'est excusé d'être pressé. J'ai réussi à lui arracher la promesse de passer demain chez moi pour dédicacer ses livres. J'espère qu'il me fera des confidences sur ses projets. Le 8 septembre, 22h. Bantillet est venu prendre un verre, comme je l'y avais invité. Il s'est montré aimable et courtois ainsi qu'à son habitude. Comment cet homme, si paisible, peut-il être l'auteur d'histoires aussi terrifiantes? Gentiment, il m'a dédicacé ces 2 recueils de contes. Il s'est encore excusé de ne pas m'inviter chez lui, s'avouant trop superstitieux et ne pouvant sauter de la tête l'idée qu'il suffirait d'un visiteur dans son appartement pour en rompre le charme inspirant. Je lui ai pardonné, à la condition qu'il vienne me voir plus souvent. Il a souri, puis m'a demandé si le Courrier du Nord avait beaucoup de lecteurs. Il semble craindre par-dessus tout que la gloire vienne troubler sa petite existence. Vous comprenez, à mon âge, on tient à sa tranquillité. Les gens sont tellement envahissants. Moi qui suis d'une nature timide. Il en était attendrissant. Nous avons ensuite discuté de son œuvre. Il paraissait gêné. Ces artistes, quelle mentalité à part. Il m'a cependant confié qu'il avait terminé son 3e recueil et qu'on y lira la suite de Bonne haleine, bonne santé. Dans cette nouvelle histoire, le sinistre marchandaille Dumoulou importe dans une ville des vampires
afin d'obliger la population à acheter sa marchandise. Il m'a également avoué, en touchant du bois, que si les muses de l'horreur voulaient l'inspirer, il aimerait écrire un roman. Je l'y ai vivement encouragé, là encore, tout en lui faisant plaisir. Mon enthousiasme a paru l'embarrasser. Nous avons parlé ainsi pendant 1 heure, puis il s'est levé. « Je suis un couche-tôt, m'a-t-il dit. Et vous savez, mes petites habitudes, j'y tiens. » Nous avons pris congé avec une chaleureuse poignée de main. Mais je suis sûr que, sitôt chez lui, ce cachotier s'est mis à écrire. Car je viens de jeter un coup d'œil sur le palier, et il y a encore un filet de lumière sous la porte de son appartement. J'ai mis ses ouvrages à une place encore mieux en vue dans ma bibliothèque, une place d'honneur. Et tous les quarts d'heure, je les regarde avec fierté. Sacré Bantillet. Le 9 septembre. Pas vu Bantillet aujourd'hui. Dommage. Je me suis retenu pour ne pas frapper à sa porte. Je crois qu'il appréciera mieux ma compagnie s'il voit que j'entends respecter sa réserve. J'ai relu son conte, 2 canines pour alphonisme. Quel humour! Il doit bien s'amuser à écrire de pareilles histoires. Je l'imagine, riant tout seul dans son bureau. Le 10 septembre. Ayant croisé Bantillet dans l'escalier, je l'ai invité à partager mon dîner. Mais il a décliné l'invitation, disant qu'il avait trop de travail et qu'il préférait venir discuter juste une petite heure comme la dernière fois. À 21h précises, il frappa à ma porte. Nous avons parlé de choses et d'autres. Sa conversation est agréable et intéressante. Néanmoins, je ne le trouve pas aussi détendu qu'il pourrait l'être, maintenant que nous nous connaissons bien. C'est un homme cultivé, mais qui hésite à le laisser paraître. Sauf à propos de magie, domaine qui semble le passionner et qui l'a rendu un instant plutôt bavard. Il m'a paru ensuite regretter ce moment d'exaltation. J'ai pourtant montré combien ce sujet m'intéresse aussi. Quant aux suites de l'article du Courrier du Nord, il ne cesse de s'en plaindre. Cette soudaine renommée le met, d'après lui, mal à l'aise face à ses connaissances, commerçants ou anciens collègues. Et surtout, face à ses anciens élèves, qu'il aurait surnommé, paraît-il, le marquis Alexis, en référence à son conte « Encore un os pour la marquise », cette horrible histoire de cannibalisme conjugal. Le 11 septembre. Aujourd'hui, vendredi, je n'ai pas vu Bantillet. Madame Fanchon, ma brave Augustine que j'emploie tous les matins pour faire mes courses, le ménage et préparer mon déjeuner, m'a dit l'avoir rencontré à la poissonnerie. Il y achetait 3 harengs, une grosse tranche de cabillaud et un rouget. Il n'y a qu'elle pour retenir pareil détail. J'ai quand même noté le renseignement. Mon cher voisin semble adorer le poisson. Le 15 septembre. Petite heure de discussion avec Bantillet. J'espère établir cela comme une habitude hebdomadaire. J'ai renouvelé mon invitation à dîner. Avec un clin d'œil, j'ai suggéré qu'Augustine pourrait nous fignoler un repas de poisson. À ma surprise, je l'ai vu frémir et me jeter un drôle de regard par-dessus ses lunettes,
comme s'il me suspectait de quelque chose. Contrairement à mon attente, il a encore décliné l'invitation. La séduction par le poisson a échoué, mais il me faudra me contenter de nos discussions autour d'un verre. Par chance, il apprécie mon cognac. Le 16 septembre. Je viens de faire une découverte. L'événement est prosaïque, mais a peut-être son importance. Ce matin, j'ai descendu ma poubelle dans le couloir de l'immeuble. Chaque mercredi, tous les locataires font de même afin que, le soir, la concierge les mette sur le trottoir. En déposant ma poubelle, j'ai remarqué que celle de Bantillet s'y trouvait déjà. Sous l'effet d'une curiosité irrépressible, j'en soulevai le couvercle et y jetai un coup d'œil. Je suis pas fier de cette indiscrétion, mais la trouvaille que j'ai faite adoucit mes remords. Juste au-dessus, il y avait une vingtaine de feuilles pliées en deux. Je m'en emparai et les glissai sous mon manteau. Je remis le couvercle et, serrant mon butin contre mon cœur battant de honte et d'émotion, je remontai chez moi. Là, je dépliai les feuillets. Oh joie! Une nouvelle manuscrite d'Octave Bantillet, l'original d'un texte de Chandor. Mon Dieu, est-ce possible que le ciel fasse de si beaux cadeaux aussi mal acquis? Sans davantage me tourmenter, je m'installai dans mon fauteuil, allumai ma pipe emplie de mon meilleur tabac et parcourus le manuscrit en savourant chaque mot. Il s'intitule « Attention, tombe glissante ». L'histoire est menée d'un bout à l'autre, un train d'enfer, c'est le cas de dire, et mêle superbement la terreur, le suspense et l'humour. Ah, voilà un chef-d'œuvre digne du meilleur Chandor. Cette histoire de fiancé délaissé qui, par-delà la tombe, revient punir son amant. Allez, je ne résiste pas au plaisir de recopier la dernière phrase. « Je te rapporte tes chrysanthèmes, chérie. Tu vas en avoir plus d'usage que moi. » Ça, c'est du talent. Tiens, mais j'y pense. Pourquoi Bantillet a-t-il jeté à la poubelle un aussi bon texte ? Je regarde de nouveau les feuillets couverts de sa belle écriture, presque sans rature, mais... cette écriture... Saisi d'un doute, je me précipite vers la bibliothèque et ouvre mes livres de Chandor aux pages qu'il m'a dédicacées l'autre soir. C'est bien ça. Ce n'est pas la même écriture. Mince. Comment cela se fait-il ? L'écriture de Bantillet est rapide. Les A et les O sont à peine fermés. Les 1 et les F sont de grands traits nerveux. Rien de tout cela dans l'écriture du manuscrit qui est appliqué, lié. Alors, qui a écrit ce manuscrit ? Une seule explication me vint. Bantillet reçoit des manuscrits que de jeunes écrivains lui soumettent. Mais alors, pourquoi jeter ce texte et ne pas le renvoyer à son auteur ? Et Bantillet est-il déjà si connu qu'on lui envoie aussi des manuscrits ? L'article du Courrier du Nord ne date pas de si longtemps et il ne mentionnait pas son adresse. Curieux. Vraiment curieux. L'esprit occupé par ces réflexions, tirant sur ma pipe de longues bouffées, je me mets à arpenter mon salon. C'est alors
que j'aperçois un papier sur le tapis. Il était sûrement glissé entre deux feuilles et a dû tomber sans que j'y prête attention. Quelques mots y sont écrits de la même écriture que celle du manuscrit. Maître, le cercle est trop étroit. Il m'est de plus en plus difficile de travailler dans ces conditions. En outre, le pentacle de gauche sur la 3e étagère m'a fait souffrir toute la soirée. De grâce, soyez aimable de remédier à cette situation. Ce n'est pas signé. De quoi s'agit-il ? Le 19 septembre. Soirée en compagnie de Bantillais et de quelques liqueurs. La conversation a tourné autour des voyages. Moi qui adore voyager, j'étais à mon aise. On ne le devinerait pas à le voir, mais Bantillais a également beaucoup voyagé pendant les longues vacances que lui laissait son métier d'instituteur. Avec notre goût pour la littérature fantastique, c'est un nouveau point commun entre nous. Juste après sa retraite, Bantillais s'est offert un séjour de 2 mois au bord de la mer Baltique. Ce fut le dernier de ses nombreux voyages qui, c'est curieux, le conduisirent toujours sur les rivages de l'Europe, de l'Égée à la Baltique. J'ai pensé le taquiner en rapprochant cette particularité de son penchant pour le poisson, mais je me suis finalement abstenu. Je lui ai demandé les raisons de cette préférence. Il m'a répondu que le but de ses voyages était de recueillir des légendes et histoires populaires dont il s'inspire pour ses contes. D'après lui, celles que l'on raconte encore dans les ports perdus aux confins de l'Europe sont les meilleures. Pourriez-vous m'en raconter une ? Le priai-je. Je ne préfère pas. Par superstition, j'aime faire le secret sur mes sources. Ah, s'il vous plaît. Non, mais je peux quand même vous confier ceci. Dans plusieurs ports, pourtant très éloignés les uns des autres, j'ai rencontré de vieux marins qui disaient tous que leurs meilleurs contes, leurs légendes les plus terrifiantes, n'étaient pas des créations populaires propres à leur folklore, mais qu'ils leur avaient été racontés en des temps anciens par un espèce de dieu marin, créature qu'ils décrivaient en des termes aussi effrayants que contradictoires. Ce dieu qui aimait raconter des histoires avait, on ne sait pourquoi, peut-être pour les remercier du culte qu'ils lui vouaient, apporté à leurs ancêtres ces récits que la tradition avait conservés. Étrange, n'est-ce pas ? Effectivement. À propos d'histoires de marins, je peux vous en raconter une que vous ne connaissez sûrement pas et qui vous fera frissonner, vous, le maître de l'horreur. Et je lui racontais l'histoire du haricot flottant. Ce bâtiment, parti pour de lointaines expéditions et dont l'équipage périt, dévoré par ses vivres soudain animés d'une vie vengeresse et carnivore. Bantillais apprécia cette histoire et j'en fus très flatté. « Si vous me le permettez, ajouta-t-il, je vais m'en inspirer pour une de mes nouvelles. » Je rougis jusqu'aux oreilles en l'assurant que c'était le plus grand honneur qu'il pût me faire. Et nous nous sommes quittés sur ces mots. Inspirer une nouvelle à Chandor, moi ?
Le 21 septembre. Voilà 2 semaines que Bantillet et moi sommes amis. Et il est toujours aussi réticent à m'inviter chez lui. Drôle de personnage. Le 23 septembre. Aïe, aïe, que j'ai honte. Mon Dieu, que j'ai honte. Comme mercredi dernier, j'ai descendu ma poubelle. Et j'ai remarqué qu'une fois encore, celle de Bantillet était déjà dans le couloir. Dans l'espoir d'une nouvelle pêche miraculeuse, j'ai voulu y jeter un coup d'œil, mais... J'avais à peine soulevé le couvercle que, surgissant d'une porte donnant dans l'escalier des caves, Bantillet se tenait devant moi. Je suis pourtant sûr de ne pas l'avoir entendu monter cet escalier. Ou est-ce que, dans mon excitation, je n'ai pas voulu l'entendre ? Bantillet, se doutant de quelque chose, se tenait-il à l'affût ? Allons, je me fais des idées. Que peut-il soupçonner ? Rouge comme une pivoine, j'ai reposé le couvercle en bredouillant. « Excusez-moi, j'allais repousser votre poubelle contre le mur pour laisser plus de place dans le couloir. »« Vous êtes sûr qu'elle gêne ?» dit-il avec un air méfiant. « Attendez, je vais le faire moi-même. » Et il poussa sa poubelle sèchement contre le mur. 1 centimètre plus loin. Je ne sais plus ce que je lui ai raconté après, tandis qu'il me regardait sans un mot, et je suis remonté chez moi, couvert de honte et de confusion. Le 24 septembre, jeudi. En passant ce matin devant la poissonnerie de Fresnes, j'ai vu mon voisin en train de faire ses achats. La caisse est au fond du magasin et, à moins qu'il ne se fût retourné, il ne pouvait me voir. Quand bien même l'aurait-il fait, j'ai le droit d'admirer les moules et les sardines en vitrine. Mais l'épisode d'hier est encore cuisant et j'ai préféré m'en aller. J'ai pu toutefois me rendre compte, au nombre d'allées et venues que De Fresnes faisait entre l'étal, la balance et la caisse, que Bantillet a acheté aujourd'hui une quantité impressionnante de poissons. On dirait une véritable passion. Le 25 septembre, vendredi. Ma brave Augustine, qui fait ses courses vers 10h, Bantillet fait aussi les siennes vers cette heure-là, m'a dit aujourd'hui avoir rencontré mon voisin à la poissonnerie Le Caron. D'après elle, il y achetait pour au moins 4 jours. « Comment ?» dis-je. « À la poissonnerie Le Caron ?»« Oui, monsieur. C'est toujours là que je vais. Je trouve qu'ils sont les plus aimables. » « Et il a acheté tant que ça ?»« Oui, monsieur. J'étais juste derrière lui à faire la queue. Même qu'il a paru gêné quand il m'a vu. Il a bien pris 3 harengs, 2 sols, 2 tranches de cabillaud et encore autre chose. Et c'est pas la première fois. Souvent je l'ai vu faire pareil quand je suis chez Le Caron. Il doit avoir bon appétit, parce qu'il doit le manger vite s'il veut que tout ça reste frais. » Vraiment étonnant. Quand j'ai vu hier Bantillet à la poissonnerie de Fresnes, j'ai pensé qu'il achetait tellement de poissons que c'était forcément pour les jours suivants. Mais voilà qu'il en achète encore. Qu'en fait-il, lui qui ne reçoit jamais d'invités ? Se prend-il pour un phoque ? Et puis, chacun sait qu'il vaut mieux avoir ses habitudes chez le même commerçant si l'on veut être bien servi. Alors pourquoi change-t-il de poissonnerie ? Apparemment, il va chez Le Caron le vendredi, puisque c'est le jour où Augustine y achète son poisson.
Peut-être va-t-il régulièrement le jeudi chez Defresne, comme je l'y ai vu hier. Et pourquoi pas une autre le samedi ? Le 26 septembre, samedi. Je me suis payé le culot de le suivre. Je me suis posté sur le trottoir face à l'immeuble, discrètement caché. Il est sorti vers 10h. Après avoir descendu la rue de Molinel, traversé la place de la République et emprunté quelque temps la rue de la Poste, il est entré dans la poissonnerie Van Uxem. 10 minutes plus tard, il ressortait, un énorme paquet sous le bras. J'en savais assez. Le 28 septembre, lundi. Poissonnerie Landais. Le 29 septembre, mardi. J'ai volontairement croisé Bantillet au moment où il sortait de la poissonnerie Labbé. Il marchait le regard vers le sol et il ne m'a pas vu. A-t-il fait semblant ? Le 30 septembre, mercredi. Poissonnerie du M. La boucle est bouclée. C'est ce que je pensais. Une poissonnerie différente pour chaque jour de la semaine et toujours pour des achats importants. Et pourquoi ? Si ce n'est pour éviter des soupçons. Depuis qu'il m'a surpris en train de regarder dans sa poubelle, je n'ai pas osé le réinviter. Il faut trouver le moyen de le faire. Sinon, nos rapports vont se dégrader. « 21h. Ce soir, je n'ai pas pu résister à une nouvelle envie d'inspecter sa poubelle. Je savais qu'il était dans son appartement. Comme je m'y attendais, je n'ai rien trouvé. Pas de manuscrits, pas de mots, pas d'enveloppe déchirée témoignant d'une correspondance. Il n'y avait rien que des ordures ménagères. Mais le mystère est peut-être là. Car je suis sûr d'avoir bien regardé. Et je peux jurer que dans cette poubelle, il n'y avait aucune arête de poisson. Le 3 octobre. Ce matin, j'étais un peu fatigué. Je n'ai pas eu le courage de continuer mes filatures. Je savais d'ailleurs qu'aujourd'hui, comme tous les samedis, Bantillet se rendrait à la poissonnerie Van Uxem, ce qui ne m'aurait rien appris de plus. Vers 10h, j'étais dans mon fauteuil, réfléchissant à cette affaire, lorsque j'entendis mon voisin claquer sa porte et descendre. Réglé comme une horloge, il partait faire ses courses. 10 minutes plus tard, j'entendis de nouveau un pas dans l'escalier qui s'arrêta sur notre palier. « Ah, me dis-je, c'est une visite pour moi ou Bantillet qui a oublié quelque chose. » Mais non, on sonnait à sa porte. Une visite pour Bantillet, m'étonnais-je. Ce serait la première fois.
et je tendis l'oreille. On sonna une seconde fois. Personne ne répondait. Évidemment, Bantillet venait de sortir. J'entendis qu'on piétinait, s'impatientait. Puis je sursautai. On sonnait à ma porte. Augustine, qui préparait le déjeuner dans la cuisine, s'essuyait déjà les mains et s'apprêtait à ouvrir. Je me précipitai. « Laissez Augustine, je vais ouvrir moi-même. » Je craignais qu'elle ne rabrouât ce visiteur sans me donner le temps de le voir. J'ouvris et trouvai un homme distingué, tiré à 4 épingles, la mine austère, aux lèvres pincées. Il tenait un chapeau feutre à la main. Je crus qu'il s'agissait d'un représentant et je m'en sentis déçu. « Excusez-moi, monsieur, » me dit-il. « Monsieur Bantillet n'est pas chez lui ? Vous avez pu vous en rendre compte si vous avez sonné à sa porte ?» répondis-je, ravi qu'il cherchât bien mon voisin. « Permettez-moi de me présenter, » fit-il en me tendant la main. « Je suis journaliste, monsieur Clément Desjardins, et je voudrais faire une interview de monsieur Bantillet. »« Monsieur Desjardins ?» m'exclamai-je. « C'est vous qui tenez la chronique littéraire du Courrier du Nord, n'est-ce pas ? J'apprécie beaucoup vos articles. » Il se tortilla presque sous le compliment. « En quoi puis-je vous être utile ? » « Monsieur Bantillet ne s'est pas absenté pour longtemps, au moins. »« Non, il sera bientôt de retour. Il doit être parti faire une course. »« Ah bon ?» L'homme ne semblait pas sympathique, mais je fis l'aimable pour en tirer le plus de renseignements possible. « Entrez vous asseoir, dis-je. Nous l'attendrons ensemble. » Il ne se fit pas prier. « Merci, » souffla-t-il en prenant possession du canapé. « Comme je vous le disais, je souhaiterais réaliser une interview de monsieur Bantillet. Vous savez qu'il est écrivain, n'est-ce pas ? Sous un pseudonyme, Alexis Chandor. Je le sais depuis votre article, monsieur Desjardins. » Mon Dieu, comme cela lui fit plaisir. « Ah, eh bien, je voudrais pour nos lecteurs percer un peu le mystère qui entoure cet auteur. Vous aurez du mal à lui arracher des confidences. Vous le voyez, il m'a fallu attendre que votre article pour apprendre que cet écrivain, qui, de plus, est mon préféré, était mon propre voisin, depuis des années. Encore maintenant, lorsque M. Bantillet me parle, il reste infiniment discret sur ses activités littéraires. Que pourriez-vous me dire de lui ? C'est un voisin charmant, très réservé, peut-être un peu timide. Connaissez-vous des événements de sa vie qui pourraient intéresser le lecteur ? C'est une question délicate. Monsieur Bantillet est un homme très secret qui souhaite faire le moins de bruit possible autour de sa personne. Je craindrais beaucoup de le fâcher en vous confiant des informations dont la divulgation lui déplairait. D'ailleurs, je ne crois pas en posséder. Monsieur Bantillet mène une existence tranquille, ordonnée, ordinaire, même si l'on ignore son activité d'écrivain. J'étais embarrassé. D'un côté, je brûlais d'envie de partager avec quelqu'un ce que j'avais découvert sur Bantillet, et d'un autre, des révélations maladroites risquaient de nuire à mon enquête. Bientôt, des bruits de pas et de serrures signalèrent le retour de Bantillet. « Ah, j'entends que mon voisin est rentré, et je vais quand même vous confier une chose. Il a absolument horreur de recevoir quelqu'un chez lui. Moi qui suis son ami, je n'ai jamais pu entrer dans son appartement. Aussi, je suis sûr qu'il refusera de vous parler chez lui. Mais
Si vous le voulez bien, je peux aller le chercher et l'informer de votre visite. Peut-être acceptera-t-il de vous rencontrer chez moi. À mon avis, c'est la seule chance que vous ayez de lui parler. Si c'est la seule chance, je vous en prie, faites. Je me précipitai à la porte de Bantillet, excité à l'idée d'assister à son interview. Il parut à la fois gêné et surpris que je vienne le déranger. Il avança même sur le palier en refermant sa porte derrière lui, comme pour empêcher un simple coup d'œil dans son appartement. Je fis semblant de ne pas remarquer son manège et lui expliquai l'affaire en 2 mots. Dire qu'il eut l'air ennuyé est trop peu. Une facture imprévue lui engloutissant ses économies n'aurait pu davantage le contrarier. Il me jetait des regards soupçonneux, comme s'il me croyait complice du journaliste. « Écoutez, lui dis-je à voix basse, je sais que vous détestez ce critique et, pour être franc, il ne me plaît pas non plus. Mais il s'est vraiment incrusté chez moi et je n'arrive plus à m'en défaire. J'ai déjà préparé le terrain en lui disant que probablement vous n'accepteriez pas de recevoir chez vous. Je crois que le plus simple serait que vous veniez chez moi. Ainsi, l'interview pourra se faire et vous partirez dès que vous le souhaiterez. Il ne pourra vous importuner longtemps. » Voyant que j'étais de son côté, il prit aussitôt une mine plus avenante et accepta ma proposition. Nous rentrâmes alors chez moi et je fis les présentations. À ma surprise, Bantillet ne prit pas le fauteuil que je lui indiquais, mais s'assit à l'autre bout du canapé, où était déjà le journaliste. Je m'installai dans le fauteuil, faisant ainsi face à Bantillet et à Desjardins qui, en professionnel, crayon et bloc à la main, asseyit aussitôt mon célèbre voisin de question. « D'où vous viennent les idées de vos contes ?»« De mes rêves pour la plupart. Pour les autres, de mon imagination. Comme pour tous les écrivains, je pense. » « Connaissez-vous d'autres écrivains célèbres ? » ?»« Pas personnellement. »« Pourquoi n'écrivez-vous que des histoires fantastiques ? » ?»« Parce que les idées qui me viennent ne sont que fantastiques. » »« Pourquoi tenez-vous autant de secrets autour de votre personne ? » ?»« Le seul succès que je souhaite est celui de mes contes. Quant à la célébrité, je ne vois pas ce qu'elle m'apporterait, hormis des désagréments. Être toujours sollicité, dérangé. Ainsi de suite, les réponses de Bantillet Chandor, toujours brèves et fuyantes, alternèrent avec les questions du journaliste, visiblement désappointé de ne pas être mieux reçu par le célèbre écrivain enfant de notre région. Mon voisin ne cachait pas son irritation devant les questions, à vrai dire, peu intéressantes, de Desjardins. À un moment, il se saisit même du chapeau que le journaliste avait posé entre eux sur le canapé. Comme pour chercher un dérivatif à son ennui, il le tourna distraitement, regarda la marque inscrite à l'intérieur, sembla en vérifier la propreté. Bantillet m'avait toujours paru timide. Jamais je ne l'aurais cru capable d'une telle désinvolture. Desjardins était gêné. J'en jubilais intérieurement. Mais il n'osa pas reprendre son chapeau. Finalement, Bantillat reposa le chapeau sur le canapé et se leva. « Écoutez, monsieur, toutes ces questions sont-elles nécessaires ? Vous dites aimer ce que j'écris, j'en suis très heureux, mais
Croyez-vous que ma petite existence intéresse tant le lecteur ? Cela se justifie lorsque la vie de l'écrivain est aussi riche que son œuvre, mais j'avoue hélas que ce n'est pas mon cas. Dans ces conditions, je pense qu'il vaut mieux laisser entier le mystère, si mystère il y a, plutôt que de confier à votre journal de telles platitudes. Je ne suis pas d'accord, protesta Desjardins, dont on voyait bien qu'il aurait adoré, lui, que sa vie s'étalât en première page de son quotidien. Le lecteur doit tout savoir des auteurs qu'il aime. Alors faites votre devoir, si vous le concevez ainsi. Il serra la main du journaliste et, se dirigeant vers la porte, m'adressa un clin d'œil amical. Une fois seul avec Desjardins, je lui versai un verre de cognac qu'il sembla apprécier. Un homme ne peut avoir tous les défauts. Vous voyez, ce Bantillet n'est pas un homme, c'est une forteresse. Oh, soupira-t-il. En brodant un peu, ça fera bien un papier pour lundi. C'est souvent ça le métier de critique. Faire beaucoup de bruit autour de rien. Je retiendrai cette définition, répondis-je en souriant. Le 4 octobre. Soirée avec Bantillet. Nous avons reparlé de Desjardins. Bantillet n'est pas mécontent de l'avoir ainsi frustré. Après tout, c'est de bonne guerre. Si je le laisse faire, il ne tardera pas à m'empoisonner l'existence. Vous savez, autant cela me fait plaisir que l'on parle de mes contes, autant je trouve désagréable que l'on parle de moi. Je m'en suis aperçu, et c'est pourquoi je ne crois pas vous avoir trop ennuyé de mes questions. Et c'est pourquoi je suis heureux de vous compter parmi mes rares amis, Floréal. Inutile de dire la fierté que me fit ce compliment. Bonsoir Sombre. Si quelqu'un veut faire un court résumé dans le chat, faites-vous plaisir. Le 5 octobre. Ce matin, je me suis précipité sur le Courrier du Nord pour lire l'article de Desjardins. Quel événement! Une interview de Chandor, à laquelle je suis mêlé. Eh bien non. À l'emplacement de la chronique habituelle de Desjardins, un simple entrefilet. Monsieur Clément Desjardins, notre talentueux critique littéraire, est souffrant et ne pourra assurer sa chronique pendant quelque temps. Dès lundi prochain, Monsieur Gilles Dumont le remplacera jusqu'à son retour, que nous souhaitons très proche. Mince. Cette brusque maladie de Desjardins m'étonne. D'autant plus que, en y repensant, il m'est revenu un détail auquel je n'avais pas prêté attention. Lorsque Bantillet s'est saisi du chapeau du journaliste et qu'il le retournait comme pour en lire la marque, j'ai vu qu'il avait ensuite porté la main à sa poche. J'ai cru qu'il allait en sortir un mouchoir, comme pour essuyer le chapeau, mais
ce ne fut pas le cas. Eh bien, réflexion faite, je pense pouvoir dire ceci, même si c'est lourd de conséquences. Je crois que Bantillet a mis à ce moment-là dans sa poche un cheveu de Desjardins, pris sur son chapeau. Pourquoi faire ? Si j'étais un personnage de Chandor, je penserais à ces histoires de poupées qu'on pique, d'envoûtement qui rendent les gens malades. Et coucou le lézard. Je vois que personne n'est capable de faire un résumé. On ne trouve rien d'essentiel dans le journal de mon grand-père de la fin octobre à début décembre. Quelques discussions avec Octave Bantillet sont mentionnées, aux dates des 15 et 21 octobre, puis des 7, 13 et 23 novembre, dont les contenus ne sont pas précisés. 3 inspections de poubelles également, sans résultat, si ce n'est toujours l'absence de restes de poissons. Et le 15 novembre, un billet écrit de la même écriture énigmatique que celle du manuscrit de « Attention, tombe glissante ». Pourriez-vous, si je n'abuse pas de votre patience en formulant cette demande, avoir l'amabilité d'agrandir le cercle de Pnatir ? Mes mouvements seront forcément plus libres, et cela sera du meilleur effet sur mon travail. Ici et là, quelques notes signalent la prolongation de la maladie de Desjardins, toujours dans l'impossibilité d'assurer sa chronique. Nous reprenons le journal à la date du 4 décembre 1922. Le 4 décembre. Ah, grand événement. Le dernier recueil de nouvelles de Chandor va paraître pour les fêtes de fin d'année. Bantillet m'en a gentiment remis un exemplaire avant sa commercialisation. Il s'intitule « Histoire à pourrir debout ». Vraiment, il est au meilleur de sa forme. Je suis sûr que Stanislas, le loup-garou végétarien, va devenir un classique. Ce recueil rassemble 15 nouvelles. Je ne les ai pas encore toutes lues, mais j'ai été surpris d'y voir « Attention, tombe glissante », le texte que j'ai trouvé dans la poubelle de Bantillet et qui, de toute évidence, n'est pas écrit de sa main. Alors, y aurait-il d'autres nouvelles dont Bantillet ne serait pas l'auteur et qu'il s'attribuerait ? Je ne peux croire à une telle malhonnêteté. Son écriture se transforme-t-elle quand il écrit, comme s'il était en transe ? Mais les billets demandant d'élargir des cercles, d'éloigner des pentacles, un dédoublement de la personnalité ? Le 5 décembre. J'ai terminé les histoires à pourrir debout. Eh bien, nouvelle surprise. Une histoire intitulée « Toute voile vers la cuisine » reprend exactement celle du haricot flottant que j'ai moi-même raconté à Bantillet. Là n'est pas la surprise. Il m'avait prévenu qu'il s'en inspirerait. Le problème, c'est que ce texte n'est pas du tout écrit avec le style, l'humour et l'imagination de Chandor. Il dénote nettement par rapport aux autres. On jurerait que Toute voile vers la cuisine et les autres nouvelles ont des auteurs différents. Bonne nuit Matrache, merci beaucoup en tout cas. Si Toute voile vers la cuisine, puisque je lui en ai donné l'idée, n'a pu être écrite que par Bantillet, qui a écrit les autres, excellentes,
incontestablement de la plume de Chandor. Qui se cacherait en réalité sous le pseudonyme d'Alexis Chandor? Le 7 décembre. Plus j'y réfléchis, plus je me persuade que je dois élargir le cadre de mon enquête. J'ai besoin d'autres sources d'informations. Je viens d'avoir une idée, mais il me faudra du culot pour la réaliser. Si j'allais voir Les Hérons, l'éditeur de Chandor, sous quel prétexte? Le 9 décembre. Je ne pouvais plus tenir. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, tant m'obsède l'idée de rendre visite à Les Hérons. Debout à l'aube, j'ai laissé un mot avertissant Augustine de mon absence et j'ai couru prendre le premier train pour Paris. À 10h, j'arrivais gare du Nord. À 10h45, j'étais devant les éditions Les Hérons. Pendant tout le trajet, je me suis demandé si j'oserais franchir cette porte. Passant outre ma timidité, j'appuyais sur la sonnette. Les dés étaient jetés. Une secrétaire vint m'ouvrir. Par chance, elle était aimable. « Excusez-moi, je m'intéresse à un auteur de votre catalogue, Alexis Chandor. J'envisage d'écrire un livre sur lui, mais j'ai peu d'informations sur cet écrivain. Pensez-vous que l'on voudra bien ici m'en donner quelques-unes ?» Elle parut croire à mon histoire et me fit introduire dans le bureau de Sylvain Les Hérons en personne. La quarantaine élégante et décontractée, il m'écouta avec courtoisie. Il me demanda si j'avais déjà écrit des livres et, malgré ma réponse négative, il voulut bien me parler de Chandor. Cela se résuma à peu de choses. Les Hérons, qui n'a rencontré Chandor Bantillet qu'à l'occasion des signatures de contrats, déplore lui-même la discrétion observée par son auteur. Ma démarche ne fut pourtant pas inutile, car on me permit de jeter un œil sur le manuscrit original des histoires à pourrir debout, qui était justement dans ce bureau. Eh bien, toutes ces nouvelles, y compris Attention, tombe glissante, sont écrites de la main de Bantillet, c'est-à-dire de cette écriture avec laquelle il m'a dédicacé ses livres. Je confiai à Les Hérons que toute voile vers la cuisine me paraissait inférieure aux autres contes. Il alla dans mon sens et avoua s'en être ouvert à Bantillet, lui proposant même de le retirer. Mais, bien qu'il en admît les défauts, Bantillet avait insisté pour le garder. « C'est un texte de jeunesse, » avait-il dit, « qui intéressera sûrement à ce titre les futurs exégètes de mon œuvre. » Les Hérons avaient cédé à cet argument. « Bonsoir, Melkor. » Vous pouvez lui envoyer le live avec le timecode si vous voulez. Il a demandé mes coordonnées pour le cas où il aurait d'autres renseignements à me communiquer. Je lui ai laissé un faux nom et une fausse adresse. Il ne faudrait pas que Bantillet apprenne cette visite. Puis, j'ai pris congé de cet homme, charmant, en promettant de lui donner des nouvelles de mon livre sur Chandor. Dommage que je n'ai pas le talent pour tenir cette promesse. Le 10 décembre. Je viens de trouver ce mot dans la poubelle de Bantillet. Maître, merci d'avoir élargi le cercle de Pnatir. Je me sens mieux. Puis-je vous prier de m'apporter des crevettes grises de chez le Caron,
elles sont délicieuses. Par contre, les dernières soles de l'abbé n'étaient pas fraîches. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas Bantillet qui mange tout ce poisson? Le 11 décembre. Bantillet cache quelque chose. Sa crainte des visites, ses superstitions d'écrivain, je n'y crois plus. Le manuscrit de Attention tombe glissante prouve qu'il n'est pas Alexis Chandor. Il a voulu me convaincre du contraire avec toute voile vers la cuisine, mais c'est trop mal écrit. Ce n'est pas du Chandor. Il a menti à Léhéron. Bantillet usurperait le talent d'un autre. Pourquoi? Il fuit la gloire et son train de vie des plus modestes. Pourquoi empêche-t-il Chandor de jouir de sa légitime célébrité? Et puis, ce mystère sur son appartement, son refus des journalistes, et la maladie soudaine de Desjardins après que Bantillet, j'en suis sûr, s'est emparé d'un de ses cheveux. Je dois l'admettre, Bantillet est un magicien. Il envoûte et rend malade qui le gêne. Cela concorderait avec les billets de Chandor, parlant de pentacles, de cercles et priant quelqu'un appelé Maître Bantillet de les déplacer afin de permettre un bon travail. Quel travail? L'écriture de récits fantastiques, l'œuvre de Chandor et les poissons. Le billet trouvé hier dans sa poubelle répond. Les poissons servent à nourrir Chandor. Pourquoi autant? Je sais que le phosphore du poisson stimule le travail intellectuel, donc la création littéraire, mais à ce point? J'écris dans ce journal en guise de plaisanterie. Bantillet se prend-il pour un phoque? C'est peut-être une piste. Il existe dans nos asiles des fous qui se prennent pour n'importe quels animaux. Ainsi, j'ai entendu parler d'un homme qui croyait être un singe et ouvrait des noix de coco avec ses dents sans dommage pour ses incisives. Chandor serait-il de cela, capable d'avaler des poissons entiers? Cette folie de Chandor expliquerait le secret dont Bantillet l'entoure et pourquoi il se fait passer pour lui. Pour finalement le protéger et lui permettre d'accomplir son œuvre. D'un autre côté, comment quelqu'un qui se prend pour un phoque peut-il juger l'écriture compatible avec ses activités de phoque? C'est peut-être là qu'interviennent les cercles magiques et les pentacles. Si Bantillet un jour rencontre un écrivain fou se prenant pour un phoque, il est possible qu'il est obligé par des menaces magiques à poursuivre son œuvre, un peu comme d'autres sous la contrainte du bâton obligent de vrais phoques à faire tourner des ballons sur leur nez, ce qui n'a rien à voir avec leurs habitudes naturelles. De plus, si Chandor est fou, la magie de Bantillet n'a pas besoin d'être réelle. Il suffit qu'il y croie. Oui, mais Desjardins, lui, est vraiment tombé malade. Si Chandor est fou, un grand écrivain peut l'être, les exemples ne manquent pas, et que Bantillet le nourrit de poissons, où et quand le fait-il? Bantillet ne reçoit jamais, pas plus qu'il ne va manger ailleurs. Il faut donc en conclure que Chandor se trouve en permanence chez Bantillet, que c'est chez lui qu'il est nourri et qu'il écrit ses contes fantastiques. C'est pour cette raison que Bantillet refuse de laisser entrer quelqu'un. Mon Dieu, serait-ce cela? Mon voisin pratique la magie et garde chez lui un fou qui l'oblige à écrire tout en le nourrissant de poissons. Est-ce possible? Mais alors, qui est ce Chandor qui vit juste à côté de chez moi dans l'appartement de Bantillet? Et bonsoir Amrit. Je répète.
aller voir en direct le résumé, puisque la rediff est disponible en même temps que le live. Toujours. Faites ce que vous voulez de cette info. « 12 décembre. Non, ce n'est pas vrai. C'est une hallucination. Toutes ces histoires que j'ai lues m'ont-elles rendu fou ? Je dois raconter ce qui s'est passé. Oui, ça s'est réellement passé, là, juste à l'instant. Comment est-ce possible ? Il faut que j'écrive tout, seconde par seconde. Je suis rentré chez moi à 11h moins le quart. Je n'avais rien dans la boîte aux lettres et la concierge m'a dit que le facteur était en retard. Il venait juste de distribuer le courrier de l'autre côté de la rue et ne pourrait déposer le nôtre qu'après 11h30. Je suis monté. 10 minutes plus tard, j'ai entendu Bantiller rentrer chez lui. Sa serrure est un peu dure et il lui faut toujours claquer la porte. À 7 heures, il devait rentrer de ses achats de poissons et n'avait donc pas trouvé non plus son courrier. À midi moins le quart, n'attendant rien d'important, j'ai renoncé à descendre prendre mon courrier. À ce moment-là, j'ai entendu Bantiller ouvrir sa porte et descendre. J'étais sûr qu'il allait voir si le facteur était passé, et j'ai bien remarqué qu'il n'avait pas refermé sa porte derrière lui. Ce qui est logique, puisqu'il ne s'absentait que le temps de descendre et de remonter les 3 étages. Mon Dieu, pourquoi n'a-t-il pas fermé cette satanée porte ? Une irrésistible impulsion me saisit. J'allais profiter que son appartement était resté ouvert pour y jeter un coup d'œil. Oh, maudite curiosité ! Sans réfléchir, je sortis de chez moi, traversai le palier et m'engouffrai dans l'appartement de Bantiller. J'y suis resté à peine 15 secondes, mais tout est gravé en moi, comme si j'avais passé là une journée entière. Les appartements de l'immeuble sont construits de manière symétrique de part et d'autre du palier. Il m'était facile de me repérer en me souvenant de la disposition de mon propre appartement. En avançant dans le vestibule, je remarquai que toutes les portes, sauf une, étaient entr'ouvertes. Cette seule porte m'attira, celle du fond, qui, comme chez moi, donne sur une petite chambre. Je l'ouvris, je regardai. Je retins un cri et refermai brutalement. En réprimant la nausée qui me nouait l'estomac, je courus chez moi. Je n'y étais pas de 10 secondes que mon voisin était de retour. Oh, je donnerais n'importe quoi pour oublier ce que j'ai vu. Mon Dieu! Comment chasser cette image, cette horreur de mon esprit? Sitôt la porte ouverte, une infecte puanteur me coupa le souffle. Une odeur de mer, d'algues et de poissons pourris. Mais cela n'est rien à côté de lui. Ah, j'en tremble encore. Il était là, lui, dans cette chambre, aux rideaux tirés, éclairé seulement d'une lampe sur le bureau. Oui, il y a un bureau et un fauteuil dans cette pièce, entouré de cercles tracés sur le plancher, des rouges, des blancs, parsemés de dessins bizarres. Sur une étagère sont posées des pierres sculptées, les pentacles qu'il demande à Bantiller d'éloigner. Cette étagère est sur le mur du fond, face au fauteuil. Et lui, il était assis dans le fauteuil, me tournant le dos, penché sur le bureau, couvert de feuilles de papier. Il me tournait le dos, mais j'en ai vu assez pour ne jamais oublier. Car ce que j'ai vu, c'est un crâne énorme, rond, chauve, d'une couleur vert sale, avec de grandes taches foncées. Un crâne gluant, visqueux. De dessous le fauteuil pendaient de répugnants tentacules d'une taille monstrueuse qui traînaient sur le sol, serpentant à l'intérieur des cercles. Un seul tentacule s'étalait sur le bureau et oui, j'ai vu cela. Il tenait en sa main. Comment puis-je dire cela? Il n'avait pas de main. Il tenait en son extrémité enroulée un crayon.
Et ce tentacule écrivait. Le bruit que j'ai fait en ouvrant la porte a éveillé l'attention du monstre. Il a émis un grognement abominable et j'ai vu sa tête entamer un mouvement de giration lent, très lent vers moi. Je n'ai pas attendu qu'il me voie, je serais mort sur le champ. Je me suis sauvé, mais j'ai eu le temps de voir son profil. Ou plutôt, son absence de profil. Pas de nez. Rien. Un visage lisse. Et l'œil. L'œil que j'ai distingué dans ce profil. Une croûte jaunâtre et globuleuse comme un œil de crapaud. Quelle horreur. C'est lui qui écrit sous la contrainte magique de Bantillet. C'est lui, Alexis Chandor. Alexis Chandor est un gigantesque poulpe. Alexis Chandor est un monstre. Puant. Infect. Ignoble. Un monstre. Le 13 décembre. Je garde la chambre, en proie à la fièvre, agité. J'appréhende de voir le monstre faire irruption chez moi. Je reste, des heures durant, les yeux fixés sur le mur qui sépare mon appartement de celui de Bantillet. Bantillet est venu me rendre visite. Quand Augustine me l'a annoncé, je me suis retenu de hurler et de me cacher sous mes couvertures. J'ai dit que j'étais trop malade pour le recevoir. Heureusement, il est parti, mais j'ai eu peur. Oui, peur. Peur qu'il vienne ici dans l'intention de me jeter un sort comme un Desjardins. Peut-être ai-je laissé une trace de mon passage. Peut-être l'immonde créature a-t-elle eu le temps de me voir et qu'elle lui a parlé. Le docteur, que j'ai finalement accepté de voir, trouve que je souffre de surmenage intellectuel. S'il savait. J'ai failli tout lui dire, mais comment faire croire une chose pareille? C'est à l'asile qu'il m'aurait envoyé. Tout s'éclaire maintenant. Le poisson que Bantillet achète, c'est pour nourrir ce poulpe immonde. Ses voyages vers les rivages lointains de l'Europe, c'était pour le chercher. Et si après un dernier voyage, il est devenu écrivain, c'est parce qu'il l'avait trouvé. Cette histoire que des marins lui ont racontée, selon laquelle leurs meilleurs contes leur ont été transmis il y a longtemps par un dieu de la mer. Ce n'était pas une légende. La créature vit toujours. Bantillet a su la trouver et se la soumettre. Comment a-t-il pu sortir ce monstre de la mer et le forcer à venir chez lui? Et ces pentacles, ces cercles magiques qui l'obligent à rester là et à écrire pour son maître des histoires d'horreur. J'étouffe dans ma chambre. J'entends quelque chose. On vient. Non, c'est Augustine qui fait le ménage. Que faire? Dois-je crier la vérité? Une chose est sûre, je ne peux rester dans cet appartement avec un magicien et un monstre pour voisins, séparés de seulement par quelques briques. Il faut que j'aille vivre ailleurs. N'importe où. Mais loin d'ici. Le 18 décembre. Grâce au ciel, ma santé s'est rétablie. C'est surtout l'idée de trouver un nouveau logement qui m'a remis sur pied. Sans cela, je me serais morfondu dans ma chambre pendant des semaines, à craindre de voir le monstre surgir à tout moment. 6 jours se sont écoulés depuis que je l'ai vu.
J'ai eu le temps de réfléchir plus froidement. Bantillet est venu hier prendre de mes nouvelles. J'ai jugé préférable de le recevoir. Notre entretien s'est déroulé de manière cordiale. J'ai fait attention à ce qu'il ne prenne pas de cheveux, mais cela ne semblait pas le but de sa visite. Je ne pense pas qu'il soupçonne quelque chose. Je l'ai informé de mon projet de déménagement. Il s'est dit attristé de mon départ et m'a confié qu'il m'appréciait comme voisin. Je crois que cela était sincère et, malgré ce que je sais, j'avoue me sentir flatté de cette amitié. Car je n'ai au fond aucune raison de lui en vouloir. Tout ce que souhaite cet homme, c'est donner à la littérature fantastique ses plus beaux chefs-d'œuvre. Moi qui partage la même passion, comment pourrais-je lui reprocher ? Le seul mal qu'il ait fait, c'est envers le journaliste Desjardins. Mais ce dernier était franchement antipathique et risquait par sa maladresse de gêner l'œuvre de Chandor. Dans cette histoire, Bantillet m'apparaît comme un homme désintéressé, indifférent à la gloire et à l'argent. Pour l'art, pour la littérature, et dans ce seul but, il a voyagé, il s'est initié à la magie et, après des expéditions dangereuses, il est devenu le mécène en quelque sorte d'une étrange créature pleine de talent, même si celui-ci s'exerce sous des contraintes magiques. Je ne vois pas pourquoi j'irais clamer sur les toits qu'une pieuvre écrivain, le célèbre Chandor, habite à côté de chez moi. Non. Je vais faire mien le secret de Bantillet. Tout ce que je souhaite, c'est quitter mon appartement. Car je ne peux supporter la proximité de cette créature, même si je sais que la magie de Bantillet la rend inoffensive. Peut-être continuerai-je à inviter Bantillet dans mon nouveau logement. Puis, bien sûr, je resterai surtout un lecteur admiratif d'Alexis Chandor. Mon silence sera une manière de participer à cette géniale création. Le 20 décembre. J'ai trouvé un nouvel appartement, rue Esquermoise. Ce n'est pas l'idéal, mais permettra de parer au plus pressé. Vite, être loin du monstre. L'horreur dans les livres, je veux bien, mais pas à côté de chez moi. Si tout se passe bien, je déménagerai début février. À partir de ce jour, les pages concernant Octave Bantillet se font rares dans le journal de mon grand-père. Elles n'apportent rien à ce que nous savons déjà. Mon grand-père déménagea en février 1923. Il continua à tenir son journal et, environ une fois par mois, il est noté « Visite d'Octave Bantillet » ou « Rencontre de Bantillet dans la rue, pris un verre au café », etc. Malheureusement, mon grand-père ne dit rien du contenu des entretiens qu'il eut avec son ancien voisin. Puis, en juin 1923, il délaissa son journal. Celui-ci sera repris, pour la dernière fois, à la date du 25 octobre de la même année,
pour ce bref commentaire. Chandor vient de publier un roman. Célestin, le canard démoniaque. C'est un régal d'épouvante et d'humour, comme lui seul sait en écrire. Ce livre fait taire ce qui me restait de scrupule de ne pas avoir révélé sa véritable identité. Je suis même fier que mon silence ait permis à la littérature fantastique d'acquérir là ce nouveau chef-d'œuvre. Avec ces lignes s'achève le journal de mon grand-père. Dans le dossier rassemblé par ses soins, on trouve encore des articles de presse rendant compte de Célestin de manière élogieuse. Doit-on rappeler le succès immédiat de ce roman, succès non démenti depuis, puisque nous en sommes aujourd'hui à la 16e édition. Vient ensuite un article du Courrier du Nord du 28 janvier 1924, relatant la mort tragique d'Octave Bantillet, Alexis Chandor, dans l'incendie de son appartement, dans la nuit du 26 au 27. En voici un extrait, suivi d'un autre article de l'Écho lillois, seul à rapporter des éléments intéressants compte tenu de ce que nous a appris le journal de mon grand-père. Le Courrier du Nord, édition du 28 janvier 1924. Alexis Chandor n'est plus. Octave Bantillet, le célèbre écrivain fantastique, plus connu sous le pseudonyme d'Alexis Chandor, vient de trouver une mort atroce dans l'incendie de son appartement de la rue de Molinel, à Lille, dans la nuit du 26 au 27 janvier, vers 2h du matin. L'incendie s'est déclaré dans la chambre même de l'écrivain qui, surpris dans son sommeil, ne put échapper aux flammes. Une enquête devra établir les causes du sinistre. L'intervention immédiate des pompiers a permis de circonscrire rapidement l'incendie. Trop tard, hélas, pour sauver Octave Bantillet qu'on retrouvera mort dans son lit. L'Écho lillois, édition du 30 janvier 1924. En commentant la disparition tragique d'Alexis Chandor, nous avions signalé que seule la chambre de l'écrivain avait été ravagée par les flammes. Dans le bureau épargné par le feu, on vient de retrouver des manuscrits inédits, ainsi qu'un billet dans la corbeille à papier qui laisse soupçonner une origine criminelle à l'incendie. Je me vengerai. Cthulhu. S'agit-il de menaces ? Qui est ce mystérieux monsieur Cthulhu ? C'est ce que devra déterminer l'enquête qui, précisons-le, s'avère difficile, vu l'isolement dans lequel se complaisait le grand écrivain. Il est connu que cette enquête n'aboutit à rien. On considéra le billet signé Cthulhu comme une simple note en vue d'un récit, et l'on abandonna la thèse de l'origine criminelle de l'incendie. Nous trouvons dans le dossier de mon grand-père d'autres articles qui complètent cette histoire. Bien sûr, seul mon grand-père qui connaissait la vérité pouvait faire le rapprochement entre ces événements et le mystérieux écrivain. Ainsi, par exemple, un entrefilet dans le Courrier du Nord du 29 janvier 1924 annonçant que Clément Desjardins, enfin guéri d'une maladie longue de 2 ans, pourrait dès la semaine suivante assurer de nouveau sa chronique. Ou cet article du 2 février, rendant compte de dégâts causés à la poissonnerie Le Caron dans la nuit du 31 janvier au 1er février. Nous en citons un passage. Il semble que cet acte soit à mettre au compte du vandalisme, car M. Le Caron ne se connaît pas d'ennemi.
Seules d'importantes quantités de poissons ont été emportées. Si la caisse a bien été forcée, peu d'argent y a été dérobé. Les voleurs ont-ils été dérangés dans leurs méfaits ? Dans la même nuit, la vitrine de la poissonnerie Labbé s'est vue couverte d'inscriptions malveillantes comme « Poisson pas frais », sans doute de la main des mêmes voyous. Et puis surtout, celui-ci, du 5 février, que voici intégralement. Incident à la gare de Dunkerque. Hier, mardi 4 février, des usagers du train Lille-Dunkerque de 8h45 eurent la surprise de se trouver en compagnie d'un étrange passager. De taille imposante, massif, la tête couverte d'une cagoule, portant des gants, il était vêtu d'un manteau qui le couvrait jusqu'aux pieds. Cet individu répandait dans tout le compartiment une insoutenable odeur de poisson. Néanmoins, il était en possession d'un titre de transport, ainsi que s'en assura un contrôleur, et on ne put rien faire d'autre que d'ouvrir les fenêtres malgré la froidure de l'hiver. Un étudiant de 25 ans, M. Guy Delmotte, s'attacha à observer attentivement le voyageur. « Il avait l'air vraiment bizarre », a-t-il confié à notre journaliste. Sa tête était énorme, en juger par la manière dont elle gonflait sa cagoule. Une cagoule percée de 2 trous à la hauteur des yeux, mais plus bas que pour un homme normal, ce qui laissait supposer un front très haut et bombé. Il empestait le poisson, au point que plusieurs passagers durent changer de compartiment. Moi, je me suis efforcé de rester, car il m'intriguait. Il m'a fait penser à ce célèbre homme-éléphant anglais, dont l'histoire malheureuse défrayait la chronique, il y a une 40aine d'années. Je venais de lire un article sur ce personnage et je me sentais plein de pitié pour l'être que j'avais en face de moi. J'ai cru qu'il s'agissait aussi d'un monstre qu'on allait exhiber dans une fête foraine à Dunkerque. Il n'a pas bougé de tout le trajet, regardant sans un mot le paysage par les fenêtres. Lorsque le contrôleur est venu vérifier son billet, il le présenta sans difficulté, mais j'ai remarqué alors que son gant n'était pas plein à tous les doigts. Arrivé à Dunkerque, il s'est levé péniblement et descendu sur le quai. Il se déplaçait lentement, comme en glissant, et un peu par à-coups, comme une chenille. Je le suivais de quelques pas lorsque j'ai vu qu'il venait de perdre un gant. J'allais le ramasser pour lui rendre, mais une femme d'une 50aine d'années qui s'en était également aperçue m'a devancé. Elle a pris le gant et a tapé sur l'épaule de l'individu afin d'attirer son attention. Il s'est retourné. De sa manche ne sortait pas une main, mais bel et bien un tentacule, comme d'une véritable pieuvre. La femme s'est mise à hurler et s'est évanouie dans mes bras. Cela a provoqué un début de panique et une bousculade dont l'individu a profité pour s'éclipser. On ne l'a pas retrouvé. Cet article clôt le dossier de mon grand-père. Est-ce d'avoir cédé aux demandes insatiables de son prisonnier, d'écarter tel pentacle, d'élargir tel cercle magique, etc., qu'Octave Bantillet a peu à peu ouvert lui-même à sa créature les portes de sa prison? Comment celle-ci se vengea-t-elle par le feu? On ne le saura jamais. Les risques étaient grands. Bantillet les connaissait et les avait acceptés. Quand on sait que seul l'animait le désir de donner à la littérature fantastique ses plus brillants chefs-d'œuvre, on ne peut être qu'admiratif devant le courage et le désintéressement de cet homme.
si l'on ajoute à ses qualités morales les talents de magicien qu'il dut mettre en œuvre, je pense que ce personnage sort grandi de la lecture de ces pages, même si celles-ci nous apprennent qu'il n'était pas le véritable Alexis Chandor. Qui était donc le vrai Alexis Chandor? Quelle était cette hideuse créature au talent littéraire hors du commun? Avec le billet trouvé dans la corbeille de Bantillet après sa mort, billet reproduit dans l'écho lillois du 30 janvier 1924, le nom de Cthulhu apparaît pour la première fois puisque la nouvelle de Lovecraft, L'Appel de Cthulhu, n'a été écrite qu'en 1926 et publiée en 1928. Qu'en penser? Cthulhu serait-il un nom que la créature de Bantillet se serait donné elle-même, puisée aux mêmes sources que Lovecraft, sources que nous ignorons dans les deux cas? Dans Épouvante et Surnaturel en littérature, Lovecraft avoue admirer les livres de Chandor. S'est-il intéressé à l'existence d'Octave Bantillet, Alexis Chandor? A-t-il eu connaissance de l'article de l'Écho lillois et repris le nom de Cthulhu pour désigner son terrifiant dieu marin? Peut-être. Mais entre le monstre décrit par mon grand-père et le dieu de Lovecraft, il n'est pas qu'une similitude de nom. Il existe une ressemblance troublante. Et Lovecraft n'a jamais lu le journal de mon grand-père. Alors, une idée m'est venue. On connaît l'aversion que l'écrivain de Providence éprouva toute sa vie envers la mer. Aversion exprimée dans son œuvre, de façon récurrente. La raison n'en serait-elle pas qu'il y rencontra un jour une créature, la même que celle d'Octave Bantillet, qui lui rapporta ses meilleurs récits, comme au marin dont parlait le voisin de mon grand-père? Peut-être dans le but de faire connaître son nom, sans quoi Lovecraft a parfaitement réussi, voire afin que certains lui vouent de nouveau un culte. Quand on questionnait Lovecraft sur son inspiration, il répondait toujours qu'elle lui venait de ses rêves. Comme Bantillet. La même dérobade pour cacher la même vérité. J'ai pensé trouver la confirmation de ce que j'avance dans une anecdote rapportée par Auguste Derleth, l'ami et éditeur de Lovecraft. Alors qu'il s'entretenait justement de la nouvelle L'Appel de Cthulhu, Lovecraft glissa à l'oreille de Derleth, sur le ton de la confidence, que ce texte n'était pas le fruit de sa propre imagination, mais une espèce d'autobiographie romancée, écrite par Cthulhu lui-même. Bien sûr, Derleth crut à une plaisanterie de son célèbre ami.